Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Grégory Bartel de Cassius. Salut Grégory. Bonjour Mathieu et bonjour à On, tous. on va vous, on va vous parler de la loi Malraux et vous aider à comprendre tout ça, mais aussi à savoir bien la présenter, excusez-moi, pour bien la vendre à vos clients. Euh, Grégory va vous donner des conseils précieux et on verra quelques exemples d'opérations aussi à la fin de la presse où vous aurez des exemples concrets à vous mettre sous la dent. Grégory, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, merci pour votre participation. Du coup, écoutez, moi je vais me présenter déjà. Donc, Grégory Bartel, je suis responsable des partenariats chez Cassius. Donc, je vais vous faire une petite présentation du groupe juste après ça. Voilà, et donc nous sommes opérateurs dans l'ancien. Donc nous faisons essentiellement des produits de défiscalisation, Pinel ancien, Malraux bien entendu, déficit foncier, monuments historiques, etc. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous présenter un PDF que nous allons pouvoir suivre ensemble. Alors, vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat et on les prendra au fur et à mesure. Très bien. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez mon... Je ne sais pas si mon PDF, c'est bon? C'est peut-être pas au début de la présentation. Non, en effet. Donc, en effet. Voilà. Hop, c'est mieux comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir en effet la loi Malraux. Donc, loi Malraux qui existe depuis 62 par notre ancien ministre de la Culture André Malraux. Qui est une loi qui est un levier de défiscalisation assez intéressant aujourd'hui dans l'immobilier et qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Au niveau du sommaire, donc, je vais vous faire une petite présentation du groupe et nous verrons après le dispositif Malraux en détail. Donc les localisations des immeubles, puisque c'est souvent, enfin c'est tout le temps, la loi Malraux est en fonction de la localisation de l'immeuble. Les obligations que l'investisseur devra suivre pour accéder à cette défiscalisation. J'ai fait aussi une parenthèse, donc vous verrez pour les travaux de réglementation thermique, puisqu'on en a parlé beaucoup ces derniers mois, et que c'est une question qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui de la part des investisseurs. Ensuite, donc, on verra un petit peu justement donc, le sujet du jour, comment bien vendre le dispositif en identifiant les différentes motivations des clients, comment le présenter, faire la différence entre donc l'ASL et la VIR, les conditions du dispositif Malraux, donc toujours pareil, l'éligibilité concernant l'immeuble, les obligations de l'acquéreur et enfin donc les objections courantes, notre process de réservation et ensuite donc les programmes que nous proposons avec entre autres quelques nouveautés qui sortent dans les 2 mois à venir. Alors, donc pour nous présenter un petit peu, donc, le groupe Cassius est un groupe qui a plus de 15 ans, c'est un groupe familial. Donc nous sommes monteurs, opérateurs et commercialisateurs dans l'ancien restauré. Donc, ce qui veut dire que nous faisons, comme je vous le disais, du Malraux, monument historique, Pinel ancien, un peu de Normandie aussi et déficit foncier. Aujourd'hui, nous avons à peu près 11 programmes en vente, ce qui représente à peu près 70 lots et restants. Et nous avons donc 3 programmes qui sortent là sur les 2 mois à venir, donc avec des dispositifs différents les uns des autres. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard si besoin. Aujourd'hui, donc la société se scinde en trois sociétés différentes, donc Cassius qui est la partie commercialisation, et moi-même, vous avez donc la partie développement foncier, donc qui est une autre branche de la société, donc qui peut être aussi bien marchand de biens que chasseur foncier tout simplement.
Et ensuite, vous avez donc la partie suivi de travaux, puisqu'en fait, on a une branche de la société qu'on appelle Concerto Rénovation, qui va ensuite faire l'état de contractant général pour la plupart de nos opérations. Car nous montons, on va dire, plus de 90% de nos opérations sous le système d'ASL. Alors, les avantages que nous offrons aujourd'hui, donc au bout de 16 ans d'existence, j'ai envie de dire, c'est que tous nos programmes sont suivis par un avocat fiscaliste, par un cabinet d'avocats fiscaliste. Donc, en amont jusqu'à la fin du projet. Donc, en amont, évidemment, pour la validation du projet et pour avoir donc la validation auprès de l'État de la bonne fonction du dispositif sur le projet en cours. Donc, la lettre de mission et bonne fin fiscale de l'avocat, la validation et suivi de l'ASL tout au long du projet, une assistance pour la déclaration auprès de l'investisseur et évidemment, en cas de demande de l'administration fiscale, l'assistance là aussi du cabinet juridique. Aujourd'hui, sur nos opérations, donc en tant qu'ASL, on propose donc évidemment trois garanties. La garantie de parfait achèvement qui dure 1 an, donc qui concerne essentiellement les malfaçons qui pourraient advenir donc la première année, que ce soit aussi bien technique qu'esthétique. Vous avez une garantie biennale qui est une garantie donc de 2 ans, qui est proposée bien entendu aussi. Donc là, qui concerne tout ce qui va être équipement. Voilà, donc 2 ans sur tous les équipements. Et bien sûr, une garantie décennale. Donc la garantie décennale de 10 ans et bien sûr tous les dommages qui pourraient intervenir sur les 10 années après la livraison de l'appartement. On fait des études locatives sur tous les programmes que nous proposons. Les études locatives, on essaie de les faire au plus juste, donc c'est pas nous qui les faisons, mais on demande à des acteurs locaux de les faire. Généralement, c'est Foncia et Citia, puisque ce sont des gestionnaires qui sont implantés un peu partout sur le territoire français. Donc voilà, mais ça nous permet d'avoir une vraie cohérence en matière de loyer, de location sur le marché local. Tu as une question de Philippe qui s'interroge sur les prix des travaux, parce que là, on parle d'immeubles à rénover. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une offre ferme sur le coût des travaux ou est-ce qu'ils peuvent évoluer ces coûts? Alors, l'offre, il y a toujours une offre ferme, bien entendu. Il y a toujours une offre ferme sur les travaux. Maintenant, il peut arriver en cas de découverte inconnue, on va dire qu'il y ait une légère augmentation des travaux. Maintenant, nous, en tant que professionnels, bien entendu, on se donne une marge d'erreur, bien entendu, parce qu'à chaque fois, ça fait faire des rappels au niveau de l'ASL. Donc, c'est quelque chose qu'on évite au maximum. Mais évidemment, non, vous avez le marché ASL est signé dès le compromis d'ailleurs. Vous signez votre marché ASL avec aussi bien des délais d'exécution qui sont contractuels que des prix qui sont contractuels aussi. Voilà. Maintenant, le marché peut être amené parfois à être révisé dans la limite du raisonnable, mais encore une fois, c'est souvent, ça va être plus parce qu'on peut avoir une découverte historique. On l'a eu il y a quelques temps sur un programme, mais je dirais que ça a plutôt apporté une plus-value au client. La découverte était que on avait retrouvé des poutres sur un Malraux, ce sera plutôt rare, mais là, c'était sur un monument historique. Et on a retrouvé des poutres qui étaient finalement que l'architecte des bâtiments de France nous a demandé de rénover, puisque les poutres étaient sculptées, gravées, voilà, et datées du XVIIe. Donc il a fallu rénover ça. C'était un coût
qu'il a fallu, évidemment, que nous, en tant qu'opérateurs, on n'a pas pu prendre en charge. Donc, il a fallu en partie voilà, le prendre en compte au niveau de l'ASL. Maintenant, encore une fois, divisé par le nombre de copropriétaires, en fonction des parts, évidemment, qu'on peut avoir dans l'ASL, le coût n'était pas énorme et je dirais apporter surtout, je pense, une plus-value supplémentaire pour un monument historique tel qu'il l'achetait. D'accord. Voilà, donc justement, on y revient, des délais d'exécution contractualisés, fermes et définitifs selon le projet initial, idem pour les coûts, et un reporting régulier aux clients des avancées des travaux ASL. Alors, donc, qu'est-ce que la loi Malraux Juste une petite question technique, peut-être, si tu me permets, Grégory, de Daniel, qui s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas de contrat de promotion immobilière. Alors, contrat de promotion immobilière, on y reviendra tout à l'heure. En fait, là, on part sur de la rénovation immobilière. Donc, on part sur… vous avez deux possibilités aujourd'hui, on y reviendra un peu plus tard. C'est-à-dire que vous avez l'ASL, l'association syndicale libre, et vous avez la VIR, la vente d'immeubles à rénover. Là, on en parlera tout à l'heure parce que tu as prévu de le traiter. Exactement. J'ai prévu d'en parler un peu plus tard parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut connaître, parce qu'il faut savoir le présenter aux clients. Chacun, les deux, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà. Donc Malraux, André Malraux, août 62, alors ministre de la Culture, donc crée cette loi dont le but évidemment principal est la préservation dans les quartiers anciens et quartiers historiques de France, donc d'une mise en valeur du patrimoine et bien sûr d'augmenter l'offre locative dans les centres-villes. On le verra, évidemment, la loi Malraux a quand même une condition particulière, c'est évidemment de louer le bien pendant un certain nombre d'années, 9 ans exactement. Donc, elle offre un avantage fiscal considérable aujourd'hui en France, qui fait partie, on va dire, des deux avantages, des deux dispositifs fiscaux les plus intéressants en termes de réduction d'impôts ou déduction d'impôts, ce sont deux choses différentes. Donc là, entre autres, la loi Malraux, on parle bien de réduction d'impôts, et on peut aller jusqu'à donc 120 000 euros de réduction d'impôts. Sachant qu'on le verra après aussi, vous avez deux taux de réduction d'impôts, et cette réduction d'impôts, elle se fait essentiellement, enfin et uniquement plutôt sur la dépense de travaux que vous allez faire donc sur votre investissement. Donc vous avez un prix foncier et vous avez un coût de travaux que vous allez pouvoir donc défiscaliser d'entre 22 et 33% selon l'emplacement de l'immeuble. Chose importante, c'est que ces travaux et cette réduction d'impôt, elle doit être faite dans les 3 ans après l'obtention du permis de construire. Donc, 3 ans après l'obtention du permis de construire, ça veut dire aussi qu'on peut le faire en 4 ans, à savoir donc l'année d'obtention du permis de construire, plus les 3 ans suivants. C'est chose importante, jusqu'au 31 décembre de la dernière année. Et chose très importante aussi, nous sommes hors plafonnement des niches fiscales. Donc, c'est une vraie réduction d'impôt. Et on est hors réduction d'impôt, donc des plafonnements des niches fiscales qui, je rappelle, est de 10 000 euros par an et par foyer fiscal. Alors, à qui s'adresse-t-elle? Aujourd'hui, le dispositif Malraux s'adresse essentiellement aux investisseurs avec une imposition quand même assez importante, généralement à plus de 15 000 euros annuels, et donc avec une TMI entre 30 et 41%. Bien évidemment, on ne va pas refuser à un client qui a une TMI à 45% ou même inférieur d'investir dans du Malraux, mais ce n'est pas obligatoirement ce qui sera le plus intéressant pour lui. Aujourd'hui, généralement, sur une TMI supérieure à 41%, quand on passe sur du 45%, on passe plus sur un investissement en monument historique que sur du Malraux. Et inférieur à 30%, inférieur à 15 000 euros, on va parfois caler sur quelque chose de peut-être un peu plus simple, qui va être du Pinel, ou alors en fonction, surtout, donc j'en parle après, si le client a de gros revenus fonciers, partir sur du déficit foncier.
Euh, donc évidemment, le but de réduction Malraux, c'est de faire ça sur un laps de temps assez court, puisqu'on part sur 3 à 4 ans de réduction d'impôt. Et malgré tout importante, puisque comme je le disais, on peut aller jusqu'à 120 000 euros sur un an, ou 120 000 euros sur 4 ans ou sur un an. Donc fiscalement, on doit être domicilié en France. Alors je reviens sur une chose parce que je sais qu'on va me reprendre après, parce qu'on dit souvent 100 000 euros maximum par an. Enfin 100 000 euros par an de travaux, soit 400 000 euros, donc à 30%, pardon. On est à donc 120 000 euros au total. On peut tout faire sur un an. Et surtout, l'excédent est reportable. Donc évidemment, si on ne gagne pas, chose importante, on en reparlera aussi, parce que c'est vrai que dans la vie, ça peut être le cas. Si on n'a pas, voilà, si les revenus sont inférieurs à la réduction d'impôt, eh bien, on peut tout à fait reporter la réduction d'impôt sur 3 ans après la livraison. Donc pas nécessairement. Voilà. Donc toujours pareil. Donc pour la cliente, donc pour les investisseurs, ce ne sont pas nécessairement ceux qui vont avoir de gros revenus fonciers, comme je vous le disais, puisque là on partira peut-être plus sur un déficit foncier ou sur un monument historique. Concernant le type d'investisseur, évidemment donc fiscalement domicilié en France. Vous devez être propriétaire direct du bien. On peut aussi détenir en indivision, sachant que chaque indivisaire bénéficiera de la réduction d'impôt à hauteur de sa quote-part d'indivisaire. On peut investir en SCI à condition qu'elle ne soit pas imposée à l'IS. Voilà. Et les associés, de la même façon que l'indivision, seront eux aussi. Donc évidemment, il y a toujours un engagement à louer le bien pendant 9 ans et seront eux aussi bénéficiaires de la réduction d'impôt à hauteur de leur quote-part. Démembrement interdit, donc pas de propriété ou de nue-propriété, sauf cas exceptionnel évidemment, dans le cas d'un décès, et dans ce cas-là, ce serait réservé aux conjoints survivants. Donc le dispositif Malraux en détail. Donc comme je vous le disais, vous avez aujourd'hui, on va pas regarder tout en détail concernant les localisations d'immeubles parce qu'on y mettrait des semaines, peut-être pas des semaines, mais quelques heures, sachant qu'en plus ça change le nom des secteurs change régulièrement. On a souvent parlé de quartiers anciens dégradés, de zone PPAUP, donc voilà. Bon. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Aujourd'hui, vous avez 2 zones. Une zone avec une réduction à 22%. Voilà, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les sites patrimoniaux remarquables, avec généralement un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et vous avez donc une seconde zone qui va être plus intéressante, puisque là, vous allez avoir une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à donc 30% sur le montant des travaux. Et qui va comprendre donc toujours ce site patrimonial remarquable, mais maintenant avec un plan de sauvegarde de mise en valeur. Voilà. Avec quelques zones supplémentaires, aussi bien que ce soit en 22%, 30%. Voilà. Comme je vous disais, on va éviter de détailler toutes les localisations. De toute façon, ça, c'est le travail de l'opérateur, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce sont 2 choses importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la localisation de l'immeuble, vous avez une réduction qui diffère. Une question complémentaire sur ce que tu disais sur le démembrement. Donc, il n'y a pas de démembrement. Il n'y a pas de démembrement non plus au sein de la SCI sur les parts de la SCI. Non, il n'y a pas de démembrement non plus sur les parts de la SCI. Il faut vraiment que ce soit une SCI à l'IR, familiale. Et on paye, c'est vraiment en fonction des codes-parts de la SCI qu'on peut avoir dans la SCI. Donc évidemment, il y a différentes obligations pour avoir accès donc au dispositif Malraux et à la réduction d'impôt. La première chose, c'est que au niveau des travaux, les travaux doivent être supervisés par un architecte des bâtiments de France. Chose très importante, j'en parlais tout à l'heure, bien entendu, c'est que l'investisseur aujourd'hui
et donc il doit s'engager à louer le bien pendant 9 ans, nu, en tant que résidence principale au locataire, et qu'il n'a pas le droit de le louer à une personne faisant partie de son foyer fiscal ou bien à un ascendant ou un descendant, donc ni enfant, ni parent, etc. La location doit être réalisée dans les 12 mois après la date d'achèvement des travaux. Le programme de rénovation doit forcément conserver l'ensemble de l'immeuble. Les agrandissements ne seront pas pris en compte dans le montant des travaux ou de la réduction d'impôt. Évidemment, les travaux, avant d'être entamés, doivent faire l'objet d'une autorisation du préfet. Petite chose supplémentaire, je ne sais pas si j'en parle après, l'immeuble doit être aussi, le bien doit être un bien d'habitation. Alors, le bien peut avoir changé entre-temps, mais il doit être ou originellement un bien d'habitation ou à destination d'être un bien à l'usage d'habitation. Voilà, c'est une chose aussi importante à savoir. Donc, pour un commerce, ça ne fonctionnerait pas. Alors, les travaux obligatoires, alors là, je reviens un petit peu dessus, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, entre autres sur la loi climat, réglementation environnementale, etc. Aujourd'hui, dans l'ancien, pour les monuments, pour la loi Malraux, pour le dispositif Malraux, finalement, il n'y a pas de critères particuliers pour les travaux, hormis ceux de la rénovation des bâtiments existants. Sachant que finalement, aujourd'hui sur le Malraux, on va quand même à être restreint, déjà par le PLU de la ville, bien entendu, mais aussi par l'architecte des bâtiments de France, puisque on est toujours dans des quartiers qui sont classés, etc. Donc, donc on va avoir des restrictions assez importantes. Donc, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de critères de travaux prédéfinis pour le Malraux, hormis ceux de la rénovation du bâtiment existant. Sachant que dans ce type de rénovation, aujourd'hui, la réglementation thermique, c'est pareil, on n'a pas de règles établies, sauf sur les bâtiments, sauf sur l'existant. Donc, il y a 3 manières de le calculer. En fait, où ils font une réglementation thermique globale, donc en fait un calcul global des travaux qui vont être faits dans l'immeuble, ou alors donc un calcul en fonction à chaque fois qu'il doit y avoir des travaux ou un changement d'huisserie, par exemple, on va devoir évidemment mettre un type d'huisserie particulier à haute teneur thermique. Pareil pour les isolants. Donc évidemment, chaque matériau utilisé auront une norme obligatoire. Mais ça ne concerne que les travaux devant être effectués. Sachant que il n'y a pas d'obligation particulière, hormis le type d'élément, élément par élément. C'est pour ça qu'on appelle ça élément par élément. Et ensuite, le décret de travaux embarqués va comprendre, là encore, par exemple, sur un changement de toiture, on pourrait, on se doit évidemment de l'isoler la partie supérieure. Or, évidemment, hors contrainte de l'architecte des bâtiments de France, ce qui peut bien entendu arriver aussi parfois. Voilà. Donc, il y a 3 possibilités de voir aujourd'hui la réglementation thermique, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi directe, en tout cas, qui nous impose de être, comme on l'entend ces dernières années ou ces derniers mois même, d'être en DPE A, B, C, D, etc. Je reviens aussi un petit peu là-dessus, donc je vais revenir sur le DPE après, parce que c'est quand même à prendre en compte, mais la loi climat et résilience a mis en place différentes choses, donc entre autres le nouveau DPE, dont je vais parler après, mais l'audit énergétique sur les monopropriétés dont on entend parler depuis le début du mois. Donc, dans le cadre d'une vente, pour toutes les monopropriétés qui seraient donc classées F ou G, E ou F, pardon, non, F ou G, c'est ça. Voilà, donc pour toutes les passoires thermiques, on va dire ça comme ça. Donc, l'audit énergétique qui devient donc obligatoire pour toutes les monopropriétés en cas de vente. Donc, pour les passoires thermiques,
On verra que pour ce qui concerne nous, les copropriétés, aujourd'hui, vous avez le diagnostic technique global qui n'est pas obligatoire, je le rappelle, mais que les copropriétés font de plus en plus. Ce qui est à prendre en compte, parce que ça encore, ce sera des éléments à prendre en compte pour un investisseur, puisque évidemment, même si je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'obligation au niveau des travaux effectués pour l'opérateur, on verra qu'il y a quand même une obligation morale pour justement, en ce qui concerne tous ces diagnostics. Puisque le but est quand même que l'investisseur ne se retrouve pas dans une dizaine d'années à devoir effectuer des travaux de rénovation importants au sein de la copropriété ou au sein même de son appartement personnel. Donc, je revenais un petit peu là-dessus. L'audit énergétique, copropriété de plus de 50 lots, qui sera donc remplacé par un plan pluriannuel de travaux. Voilà, donc ça doit mettre en place un échéancier de travaux sur une période de 10 ans. Ça concerne les copropriétés de plus de 15 ans. Nous, on sera dans l'ancien, c'est l'ancien restauré, certes, mais on ne part pas sur de la VFA. Être actualisé tous les 10 ans. Donc, on peut considérer aujourd'hui qu'un immeuble qui est livré 10 ans après, on devra effectuer donc un plan pluriannuel de travaux, en tout cas un audit énergétique. Les règles, on les a aussi. Donc, il faudra faire un fonds de travaux de manière progressive. Donc, 2023 pour les propriétés de plus de 200 lots, 2024 pour celles de 51 lots à 200 lots et 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots. Donc, celles qui concerneront la plupart de nos programmes, puisque généralement, nous, chez Cassius, je dirais qu'on est entre 10 et 30 lots en moyenne. Pourquoi je revenais donc sur un peu le devoir moral que nous nous donnons au niveau de nos travaux, puisque nous, en fait, on va viser du D au minimum sur chacun de nos programmes. Je dis bien au minimum, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler du Pinel ou du Pinel Plus, où il faudra être en A ou B pour du Pinel Plus en 2023, mais au minimum du D, parce qu'en 2034, donc c'est demain, dans 11 ans, on ne pourra plus louer les logements classés en E. Donc il faudra au minimum être classé en D dans 10 ans. Sur tes opérations, tu l'indiques à l'avance? Tu dis on va être en temps alors aujourd'hui, sur du Pinel Plus dans l'ancien, je précise dans l'ancien, on doit être en A ou B. Ouais, mais sur le Malraux? Sur le Malraux, il n'y a pas de contrainte, mais nous, en fait, lorsqu'on donne aux clients, on a un DPE qui est calculé par rapport aux travaux qui vont être effectués, et notre objectif est d'être minimum en D, voire C si on peut le faire. Voilà. Sachant que, encore une fois, c'est toujours pareil, on a des contraintes qui vont être faites sur du Malraux. Être en C, c'est extrêmement difficile, voire impossible, puisqu'on ne va pas pouvoir faire d'isolation extérieure. L'isolation intérieure, on part sur des murs anciens, donc évidemment, on va mettre le minimum d'isolation, mais l'épaisseur de l'isolation va aussi prendre sur la surface intérieure. On ne va pas pouvoir partir sur une chaudière type ou un chauffe-eau type thermodynamique, parce qu'il faut une pièce indépendante pour pouvoir, voilà, pour ce type de chauffe-eau. Voilà, donc après, on va jouer évidemment quand même sur la qualité d'isolation, sur l'isolation plancher, sur l'isolation des murs, sur le type de chauffage, donc que ce soit du chauffage indépendant électrique avec par exemple du chauffage type chauffage à inertie, et évidemment sur tout ce qui va être huisserie. Voilà. Donc on va jouer au maximum sur tous ces plans. Voilà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était donc élément par élément, ce que je prenais en compte un petit peu, c'est pour ça que j'en parlais sur l'ART, donc des bâtiments, la réglementation des travaux des bâtiments existants, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment sur de l'élément par élément pour essayer d'avoir le meilleur DPE final. Voilà. Je reviens juste 2 secondes sur à nouveau les démembrements, parce que décidément ça intéresse
Thierry a un doute. Donc, est-ce que tu peux lui confirmer s'il n'y a pas de possibilité de démembrer les parts de SCI à l'IR via une donation? Alors, là, réellement, pour le coup, je peux. Peut-être que le mieux, ce serait peut-être que je me renseigne, parce que dans le cadre d'une donation sur une SCI à l'IR, etc., à Trop voir. technique là. Faut un Pardon? expert comptable. Ouais, non, techniquement, là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Non, je verrai je demanderai directement à l'avocat fiscaliste Ouais. voilà, qui travaille actuellement sur un ou deux de nos programmes Malraux. Et je lui demanderai ce qu'il en pense, mais qui est en contact avec moi, ce sera avec plaisir. Plus on est informé, mieux c'est. Non, qu'il n'hésite pas à me rappeler et on en reparlera avec plaisir. On n'aura pas, il n'y a pas d'assouplissement prévu sur la loi climat pour les bâtiments d'intérêt patrimoniaux. À l'heure actuelle, c'est pas, il n'en parle pas. À Non. l'heure actuelle, il n'en parle pas. Je pense que justement non, parce que encore une fois, le but, il faut savoir aujourd'hui que j'ai envie de dire que justement le dispositif Malraux est certainement le plus, je vais pas dire le plus souple, parce que faut pas oublier qu'on doit quand même présenter un DPE dans le cadre d'une location. Et voilà pourquoi donc on doit quand même être sur un certain niveau d'isolation et de gaz à effet de serre. Malgré tout, aujourd'hui, vous avez, il y a quand même un dispositif où on est on a beaucoup plus de liberté. Alors, c'est pas qu'on a plus de liberté, c'est justement qu'on a plus de restrictions. C'est les monuments historiques, puisque les monuments historiques, souvent, on ne peut pas isoler. Ils veulent garder les toitures d'origine, ils veulent garder les murs d'origine, voilà. Sauf que le monument historique aujourd'hui est le seul dispositif où, dans le cadre d'une mise en location, vous n'avez pas à présenter de diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un DPE je parle en H, peu importe, voilà. Donc peu importe la lettre, mais vous pouvez avoir le DPE le plus bas existant. Vous pouvez avoir une réelle passoire thermique sur un monument historique. À partir du moment où votre locataire accepte la location, voilà, vous n'avez pas en tout cas à présenter de DPE. Il n'y a rien qui vous oblige à le présenter. On présente par mesure d'indication évidemment au locataire, mais le locataire, voilà, ne peut pas se retourner contre son bailleur. Donc, pour revenir un petit peu aux différentes façons donc voilà, sur le sujet, on va dire bien vendre la loi Malraux, parce que c'était le sujet. Évidemment, le but principal est de bien identifier les motivations de l'investisseur. Alors, je ne vais pas revenir sur dans l'assemblée, je vois qu'il y a 85 participants, donc il doit y avoir pas mal de CGP, peut-être quelques agents immobiliers et autres. Aujourd'hui, chacun travaille à sa façon, avec son R1, son R2 et son R3 pour closer le deal, comme on dit. Mais évidemment, le point principal pour n'importe quel intervenant, j'aurais dire, c'est bien évidemment de bien identifier les motivations de votre investisseur, sachant qu'il y a essentiellement 3 motivations principales dans la loi Malraux. Alors généralement, soyons honnêtes, on retrouve les 3. La question, c'est plutôt dans quel sens on va voilà, dans quel sens on va les mettre les unes à la suite des autres. La première chose, évidemment, donc la première motivation d'un investisseur, ça peut être l'optimisation fiscale. La seconde, ça va être la rentabilité faciale directe, donc la rentabilité locative, finalement. Et la troisième chose, ça va être l'investissement patrimonial, puisque c'est vrai qu'on parle souvent quand même sur des monuments Malraux, donc comme je vous le disais, sur des centres-villes historiques et sur des biens d'exception. Pourquoi est-ce qu'il est important de bien identifier l'investisseur, puisque ça va aussi jouer sur le choix du programme que vous allez lui proposer. Aujourd'hui, sur une optimisation fiscale intéressante, on ne va peut-être pas proposer
la commune la plus rentable, contrairement à la rentabilité faciale, mais on va regarder peut-être le ratio travaux le plus intéressant. Et surtout pour être au plus proche donc de ces 30%, évidemment. Non pas le 22%, mais on partira peut-être plus sur du 30% de réduction, mais surtout pour être donc au plus proche du palier optimal en fait, de ce que peut investir le client en fonction donc, du ratio travaux et de son budget. Alors, le ratio travaux, c'est le montant des travaux éligibles sur le prix global de l'opération travaux plus foncier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hyper important. Voilà, ça c'est en effet. Donc il est très important de le prendre en compte, puisqu'aujourd'hui le ratio travaux, bon, je dirais que généralement sur alors j'en parle pas d'ailleurs à ce niveau-là, parce que on peut aussi investir en SCPI sur du Malraux, mais nous on le fait pas, donc je vais pas en parler parce que j'évite de parler de choses que je ne connais pas. Mais voilà, donc vous avez généralement un ratio travaux qui va être compris sur un monument Malraux entre 50 et 70%, vraiment dans le meilleur des cas. Mais voilà, il faut compter à peu près ça. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de demande particulière sur de l'investissement classique. Mais je sais que sur de la SCPI, il y a un minimum de 65% de ratio travaux. Il y a un minimum de 30% de ratio foncier. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on serait ou à 35%, 65% ou à 30%, 70%. Voilà, de foncier et travaux sur de la SCPI. Il n'y a pas de demande particulière au niveau de l'investissement immobilier classique dans le Malraux. Mais voilà, mais c'est un ratio qui est important lors de l'investissement, en particulier par rapport à l'optimisation fiscale. Alors ça, c'est un élément qu'on étudie sur tous les lots Malraux qui sont sur la plateforme Gridkey. Hein. Vous allez avoir un critère de performance fiscale qui va tenir compte de ces deux éléments, à la fois le montant des travaux éligibles dans le total du coût et le taux de réduction de 22 ou 30% dont vous pouvez bénéficier. C'est en combinant ces deux éléments qu'on peut calculer les opérations où il y a le plus fort effet de levier fiscal. Et donc, on peut les classer selon ce critère-là. C'est assez facile à lire. Tout à fait, voilà. C'est dit, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que là-dessus, vous avez mis un outil assez intéressant en place justement sur Gridkey, puisque c'est fait directement. Donc la rentabilité faciale, bon, ça c'est classique, hein, rentabilité du bien direct, donc en rentabilité locative. Sachant qu'il faut savoir qu'évidemment sur du Malraux, on n'aura pas du 6% de rentabilité. Voilà, on est souvent sur des prix qui sont un petit peu supérieurs en termes d'investissement que le marché local. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans la présentation aux clients particuliers. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard aussi, puisque je pense qu'il y a différentes façons de contrer un petit peu ce défaut de rentabilité qu'on peut retrouver parfois sur les biens Malraux. Et l'investissement patrimonial, là évidemment, ça va plus être le côté donc exclusif d'avoir un bel appartement dans un bien parfois classé, en tout cas dans une ville souvent voilà qui peut être classé. Enfin voilà. Là, on va partir sur quelque chose de plus primaire, on va dire, chez l'acquéreur. Voilà. Donc généralement, on retrouve quand même ces trois motivations chez tous les acquéreurs. Le plus souvent, dans cet ordre-là, optimisation fiscale, rentabilité et l'investissement patrimonial en dernier lieu. On trouve rarement l'investissement patrimonial en premier lieu, mais ça peut arriver quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction un peu du client et de son budget qu'il faut aussi s'adapter. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre R1, comme on dit voilà, chez les CGP, voilà, de bien faire la découverte du client. Une question rigolote de Bernadette. Est-ce qu'un entrepôt peut rentrer dans le dispositif Malraux ?
Alors, un entrepôt, non, puisqu'il faut que ce soit à l'usage d'habitation. Il faut qu'il ait été à l'usage d'habitation. Dans ce cas, il revienne à l'usage d'habitation. Donc, il peut avoir été entrepôt pendant un laps de temps, mais il faut qu'après les travaux, on revienne sur un état d'usage d'habitation pour le Malraux. Okay. Donc, pour présenter votre dispositif aux clients, on va rester sur les types R1, R2, etc. Évidemment, prendre en compte, je pense que dans les avantages à mettre en avant par rapport à la loi Malraux, c'est qu'il n'y a pas de plafond de ressources locataires et qu'il n'y a pas de plafond de loyer. Donc, évidemment, on parlait tout à l'heure, je vous parlais à l'instant de rentabilité. Mais malgré tout, c'est un point important. Aujourd'hui, voilà, on ne vous demande pas, vous louez à qui vous voulez, hormis ascendant, descendant, et foyer fiscal, et du même foyer fiscal, mais sinon, vous louez à qui vous le souhaitez. Et surtout, vous n'avez pas de plafond de loyer. Bon, évidemment, vous ne louerez pas si le loyer est démesuré. Mais voilà, il n'y a pas de plafond, c'est important à mettre en place. Ensuite, je pense qu'il faut mettre en avant les avantages fiscaux. Pourquoi ça? Parce que ça reste aujourd'hui quand même un des mécanismes les plus intéressants en termes de levier fiscal. On parle d'une réduction d'impôts, ce qui est assez petit. Réduction réelle, qui montre quand même les montants, voilà, 120 000 euros, on parle de gros montants sur ce type de réduction d'impôts. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment important, il est vraiment important de le mettre de l'intégrer, de le faire intégrer aux clients, aussi par rapport, justement, j'en parlais tout à l'heure, par rapport aux revenus locatifs. Le fait qu'il n'y ait pas de plafond, pas de ressources locataires, c'est une chose, mais le fait que les revenus locatifs ne soient pas obligatoirement très importants, il est souvent important quand même de mettre en adéquation l'avantage fiscal qui va être sorti de ça, puisque finalement, c'est quand même le point principal de l'investissement. On n'échappe pas au plafond de loyer imposé par les villes. Pardon? Non, évidemment. Non, évidemment. Non, évidemment, vous échappez pas. Mais on n'est pas sur du plafond de loyer type Pinel, voilà, avec des plafonds de ressources locataires. Est-ce que tu peux préciser l'histoire des 3 ans de report possible? Ça veut dire quoi en termes de réduction d'impôts si on étale les travaux sur 4 ans, c'est ça? Enfin, comment ça marche exactement? Tu peux leur expliquer ça? Alors, pour faire simple, en fait, vous avez le dispositif Malraux, donc vous défiscalisez, vous avez votre réduction d'impôt au niveau des versements des travaux. Alors, sachant qu'il y a deux choses, je vais en parler juste après. Vous avez le système d'ASL, où vous allez faire des versements qui peuvent être faits en année N. Vous pouvez faire un deuxième versement en année N+1, N+2, N+3. Si vous prenez une VIR, par exemple, donc vente d'immeubles à rénover, vous allez faire un seul versement puisque vous allez acheter d'un seul tenant le foncier et les travaux. Donc, vous allez faire un versement comme un achat en VFA. Voilà. Alors, vous allez faire, enfin, je l'exagère d'ailleurs, parce que vous allez faire plusieurs versements en fonction des, je vous dis une bêtise. Vous allez faire plusieurs versements en fonction du calendrier, en fonction de l'avancement des travaux. On va partir sur autre chose. Je vais prendre un autre exemple. Si vous achetez demain un programme Malraux, mais que le bâtiment est déjà en construction et est déjà en rénovation et que le permis de construire a donc 3 ans. Vous devez donc normalement tout défiscaliser sur une année puisque ça doit être fait pendant 3 ans après l'obtention du permis de construire. Dans ce cas-là, vous versez la totalité, évidemment, des travaux, mais les 120 000 euros, si on part sur le maximum, hein, pas obligatoirement 120 000 euros, on prend toujours 120 000 euros comme exemple parce que c'est le plus important. Les 120 000 euros, vous n'êtes pas obligé de les défiscaliser sur une année, sur l'année où vous les versez. Si vous ne payez pas 120 000 euros d'impôt,
vous pouvez reporter donc cette réduction d'impôt. Vous pouvez la reporter sur 3 ans après la livraison. Voilà. Ok. Si j'ai réussi à bien me faire comprendre. Bon. Oui, tu as voulu mélanger plusieurs choses compliquées, donc, Pardon? mais oui, tu as Non, mélangé plusieurs choses compliquées à la fois. c'est ça. Donc, voilà. Donc, faisons simple, parce que ce sont des choses qui peuvent aussi arriver fréquemment. C'est-à-dire que votre client s'intéresse ou vous proposez à votre client un bien où la commercialisation a commencé depuis déjà 2 ans ou 3 ans. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et finalement, il lui reste 6 mois pour conclure son investissement Malraux. Vous pouvez aujourd'hui sortir vos travaux donc, sur 1 an, mais vous pouvez évidemment reporter votre réduction d'impôt sur les 3 années à venir. Très clair. Voilà, chose importante. Voilà, donc dernière chose, on en parlait tout à l'heure, donc valoriser le patrimoine. C'est vrai que flatter aussi l'acquisition des investisseurs, c'est important. Voilà, garder le côté patrimonial, architectural français. Voilà, mettre en avant tout ça sont des choses assez importantes lorsqu'on présente un bien en investissement Malraux aujourd'hui à ses clients. Donc ASL et VIR, on va y revenir. Donc 2 choses importantes. Ça, je pense que c'est un point assez important parce que c'est quelque chose qu'il faut bien connaître pour bien le présenter à son client. On va commencer par la VIR. Donc, sachant qu'aujourd'hui, le Malraux est disponible, on peut le faire sous les deux dispositifs, sous les 2 possibilités, donc ou ASL ou en VIR. La VIR, c'est un petit peu comme la VFA. Donc, on achète le bien avec un budget de travaux. Donc, c'est une enveloppe totale. Et on va payer évidemment des frais de notaire sur la totalité de l'investissement. Vous avez un ça, si vous avez une garantie financière d'achèvement, donc la GFA, qui est donnée donc, par le promoteur ou le rénovateur. Le vendeur, donc toujours le promoteur, reste maître d'ouvrage durant toute la durée des travaux. Et donc, les paiements seront échelonnés en fonction de l'avancée des travaux, donc classique. Voilà, donc là, c'est un calendrier qui va être différent évidemment de la VFA, mais on ne va pas être sur une mise hors d'eau, mise hors d'air, etc. Mais vous avez un calendrier échelonné de travaux qui est donné pour donc l'avancée des travaux. Sachant que, évidemment, généralement, quand même dans la vie, on peut aussi s'adapter en fonction de sa réduction d'impôt si on veut plus réduire la première année, mais c'est un peu plus difficile dans la vie. L'avantage de l'ASL va justement être qu'on va être beaucoup plus libre à ce niveau-là. Alors, l'avantage de la VIR, ça va être pour beaucoup, ça va être le fait que justement le prix, que tout soit payé d'un seul, qu'on achète l'enveloppe totale. L'avantage de l'ASL est qu'on va être beaucoup plus libre en fonction justement de ces paiements. Donc, on achète le bien en l'état au niveau de l'ASL. Donc, on achète juste le foncier. Et donc, ensuite, on adhère à l'ASL, donc à l'association. Vous avez un paiement de la quote-part, donc se fait en fonction du projet de rénovation, mais vous avez un paiement de quote-part qui est différent à chacun, c'est en fonction évidemment du lot. La différence, pour faire le point entre une ASL et une copropriété classique, c'est qu'une copropriété ne pourrait pas faire de travaux à l'intérieur de votre appartement. Voilà, une copropriété pourrait faire des travaux qu'au niveau des parties communes. L'ASL va rénover la totalité de l'immeuble. Donc l'ASL, elle est constituée finalement donc, des futurs copropriétaires, et donc ils deviennent tous, l'ASL devient maître d'ouvrage. Donc ce n'est pas le rénovateur qui est maître d'ouvrage, mais c'est bien l'ASL.
Aujourd'hui, alors nous, là je précise en tant que concerto, parce que ce n'est pas toujours le cas, et ça n'a pas toujours même été le cas pour nous. Aujourd'hui, on le fait. Pour vraiment suivre les travaux, on se met en tant que contractant général. Et ça nous permet d'apporter des garanties dont je vous ai parlé auparavant, garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, garantie de prix et de durée des travaux. Voilà, mais tout ça, donc, et surtout en cas de souci, s'il y avait voilà, je sais pas, un électricien, un charpentier, ou voilà, qui venait à faire défaut, c'est à nous de retrouver donc un professionnel pour prendre la suite, et évidemment dans le budget convenu auparavant. Voilà. Donc le gros avantage de l'ASL justement, c'est d'apporter de la souplesse au niveau de l'optimisation fiscale, puisque on fait ces versements. Généralement, on fait des versements qui sont de 40% au premier, à la signature du compromis. Donc, sachant que la signature du compromis, vous avez tout de suite après, vous avez dans la continuité, vous avez l'adhésion à l'ASL. On fait généralement un apport, un premier versement à l'ASL de 40%. Et puis après, on peut faire 2 fois 30%. C'est ce qui se fait le plus, voilà, le plus souvent. Cependant, on peut tout à fait, si on désire défiscaliser un peu plus, en fonction évidemment des possibilités, l'avantage de l'ASL, c'est qu'on peut verser beaucoup plus au premier versement si on en a besoin. Si on est en fin d'année, on peut aussi verser un peu moins et puis verser beaucoup plus en janvier. Voilà, on est assez, c'est beaucoup plus souple au niveau de l'optimisation fiscale. Dans le Malraux, ça a ses intérêts, ça a beaucoup plus d'intérêt aussi sous différents déficits fonciers qu'on peut retrouver aujourd'hui. Le gros avantage de l'ASL, c'est qu'on va payer des frais de notaire uniquement sur la partie du foncier. Donc, si, on en parlait tout à l'heure, si vous avez 40% de foncier, 60% de travaux, vous n'allez pas payer des frais de notaire sur 100% du budget, mais vous allez payer des frais de notaire seulement sur les 40% du foncier. Donc, les frais de notaire sont souvent très bas. L'ASL donc, est toujours suivi, encore une fois, par un cabinet fiscal et par un teneur de compte qui est indépendant. Donc, il y a une transparence, évidemment, et voilà, qui est aussi suivi par le président de l'ASL. Et voilà, puis après, vous avez donc une interaction entre les membres et les différents intervenants via la validation des étapes projet par projet et par le président, voilà, ce dont je vous expliquais. Les objections qu'on retrouve souvent, donc on en parlait, c'est le coût élevé des travaux et la rentabilité. Aujourd'hui, je pense que cette objection qu'on retrouve, elle est facile à expliquer. C'est que tout simplement, le coût des travaux dans l'ancien et la complexité des travaux qu'on peut avoir avec en plus les contraintes données par l'ABF font que les travaux ont un coût assez important. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on va encore une fois utiliser des matériaux pour optimiser au maximum le DPE, dans le but évidemment de ne pas avoir de coûts futurs, de coûts à l'avenir, de coûts importants dans les années à venir. On s'engage pour 9 ans, je le rappelle. 2034, on ne pourra plus louer en D. Donc, si aujourd'hui on achète un Malraux qui est livré dans 1 an, voilà, en gros, vous, à la fin de votre engagement de location, si on est en dessous de D, vous ne pouvez plus le louer. Donc voilà, donc, encore une fois, on revient sur le DPE, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément aujourd'hui et c'est important. Je parlais tout à l'heure aussi, le coût élevé des travaux et surtout la rentabilité. Faire le calcul de l'investissement mettre en adéquation avec la réduction d'impôts, ça compense quand même souvent la différence de prix sur le marché local. Même si on est 15% de plus au-dessus du marché local aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on achète un immeuble qui va être entièrement rénové, donc sans coût futur, ou en tout cas pas dans les années à venir.
et que vous êtes voilà, rénové avec souvent, enfin généralement avec des matériaux nobles. Donc voilà, donc comparer avec de l'ancien, c'est quelque chose qui voilà, il faut faire comprendre aux clients que c'est finalement pas comparable avec de l'ancien et que surtout avec la réduction d'impôt, voilà, ça compense largement la différence de prix du marché local. Voilà, puis après, bon, on y revient, donc le côté, voilà, l'histoire de l'immeuble, le côté exceptionnel, et évidemment le fait qu'un immeuble ancien, voilà, sera pérennisé dans. C'est un achat, je dirais, voilà, voilà, qui est important, enfin voilà, c'est pas, bon, enfin, c'est un achat. Je perds mon vocabulaire. Voilà. C'est dans le temps, ça va se valoriser. Voilà, c'est un achat qui s'est valorisé, qui ne perdra pas de valeur finalement dans les années à venir. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a une différence en termes d'obtention de crédit pour l'investisseur, si c'est plus facile ou pas, selon qu'on est en VIR ou en ASL? Alors, c'est deux crédits différents sur l'ASL. Sur la VIR, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Pour le coup, il faudrait voir ça. Je préférerais aussi là encore voir avec des courtiers, mais je crois avoir vu tout à l'heure qu'il y en a plusieurs dans les participants, donc ils doivent certainement avoir plus ils doivent connaître les réponses. Ouais, s'il y a un courtier qui veut répondre à cette question, c'est avec plaisir. Mais aujourd'hui, dans un système d'ASL, déjà, ce sont deux lignes de travaux complètement différentes, puisque vous avez une ligne de prêt pour l'achat du foncier, vous avez une ligne de prêt pour les travaux. Voilà. Et souvent, en plus, les travaux vont être évidemment je perds vraiment mon vocabulaire. Voilà, le prêt va être libéré en fonction de l'avancée des travaux. Donc l'avantage, c'est qu'on peut commencer à rembourser son prêt en faisant juste, je parle bien de la partie travaux, mais on peut commencer à rembourser son prêt au moment où finalement le bien va être mis en location. Donc, tout à l'heure, il y avait une question sur les contrats de promotion immobilière. Donc, on dit que c'est plutôt pour la VIR et pas pour la SL. Tu confirmes, hein, c'est bien comme ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans une ASL, vous n'avez pas de. Quand on parle de contrat de promotion immobilière, ça va souvent avec ce qu'on appelle donc la GFA. La GFA aujourd'hui, c'est une assurance que les promoteurs dans le neuf et les opérateurs dans l'ancien obtiennent généralement après avoir vendu un certain nombre de lots. Généralement, on parle de 50 à 60% quand même du programme. L'ASL n'a pas ce type de garantie. Donc, c'est pour ça que derrière, on a d'autres garanties qui vont venir plus sur les travaux et ces choses-là. Mais voilà, donc en fait, c'est la grosse différence en fait entre la VIR aussi et la SL. Je te laisse continuer peut-être un peu plus rapidement pour qu'on boucle à peu près dans les temps. Oui, je n'avais pas vu l'heure exacte. Donc, je vais pas rester donc encore une fois sur voilà, mais c'est toujours encore une fois, c'est vrai qu'on part sur un achat patrimonial qu'on va garder un certain nombre d'années, qu'on va associer généralement souvent donc, à un prêt immobilier. Donc là encore, le fait de devoir louer le bien pendant 9 ans, pour moi, c'est un peu un faux argument, parfois une fausse objection des investisseurs, puisque, encore une fois, contrairement à un Pinel, on n'a pas de loyer plafonné ou de contraintes par rapport à notre locataire. Et au bout de 9 ans, on peut tout à fait le mettre en MNP si on le désire. Je venais sur un point aussi, c'est une question qu'on nous pose fréquemment, l'optimisation au déficit foncier.
Je sais qu'aujourd'hui, on a certains confrères dans le milieu voilà, qui proposent du Malraux optimisé au déficit foncier. Aujourd'hui, on a nos avocats fiscalistes qu'on a mis sur le dossier plusieurs fois. On les a mis dessus, ils ont étudié ça l'année dernière, ils l'ont réétudié encore en début d'année, voir s'il y avait du changement. On travaille avec différents cabinets d'avocats fiscalistes et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs affaires, voilà, plusieurs jurisprudences qui indiquent qu'il est fortement déconseillé de faire du Malraux optimisé au déficit foncier. Voilà. C'est un levier que je conseille, que je déconseille fortement d'utiliser. Chacun fait comme il veut. C'est le CGP qui souhaite faire ça avec son client, c'est son choix. Mais nous, de notre côté, aujourd'hui, on le déconseille fortement. Là aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, on a nos cabinets d'avocats et même les plus gros, on va dire, de la place parisienne que tout le monde connaît. Ils sont tous d'accord là-dessus pour dire que c'est quand même très fortement déconseillé. Je reviens rapidement, après on va repasser là-dessus puisqu'on ne va pas perdre de temps. Le process de réservation chez nous, c'est assez simple. On a une plateforme, Cassius Partenaire, sur laquelle vous pouvez donc poser vos options, effectuer vos dénonciations. Si vos clients portent un intérêt particulier sur le lot, on envoie une lettre d'intention d'achat directement par signature électronique. Le dossier foncier sera lui aussi donc en signature électronique, donc le compromis de vente, suivi donc du dossier ASL, évidemment, qui vient vraiment conjointement avec le dossier foncier. L'acte, évidemment, se fera chez le notaire. Et après, je reviens rapidement dessus, on en a parlé tout à l'heure. Généralement, ANN, premier appel de fonds, on part souvent d'un premier appel à 40%. N plus 1, N plus 2, généralement 2 fois 30%. Là encore, l'avantage de l'ASL, c'est que vraiment, on peut s'adapter. Et la livraison. Un petit tour rapide donc, sur nos opérations. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a 11 opérations en cours et 3 qui arrivent sur les mois à venir. Là, je vais parler très rapidement de nos 5 opérations Malraux. À l'heure actuelle, donc, nous avons l'hôtel Lalou à Tours, avec un ratio travaux 60%, plein centre-ville d'Atours, 5 minutes de la gare, donc extrêmement bien placé, plein centre-ville, à quelques pas de la rue principale. Je n'ai plus le nom, mais la rue, vous avez la Fnac, les Galeries Lafayette, cette rue piétonne avec le tram. Donc on est vraiment entre la gare et cette rue principale, donc très bien placé, plein centre-ville de Tours. Malraux, 30%, c'est pas indiqué. De toute façon, ils sont tous à 30% sur ce que nous avons actuellement. Donc, Malraux, 30% avec un ratio de travaux de 60%. Et on part du T2 au T3. Saint-Germain-en-Laye, région parisienne, donc le 22 Saint-Ger. Là, on a du T1 au T2, sachant qu'il ne nous reste plus que du T2, parce que les T1 sont partis très rapidement. Saint-Germain-en-Laye, plein centre-ville aussi, 3 minutes du RER A, dans une des quartiers les plus recherchés de Saint-Germain-en-Laye, dans une des rues les plus recherchées de Saint-Germain-en-Laye, rue commerçante, voilà, accolée au quartier piéton aussi, vraiment proche du RER, donc très bien placé, du T1 au T2, ratio travaux de 66%, Malraux, encore une fois aussi à 30%. Uzès, 26 boulevard Gambetta. Donc là, on est pareil, on est vraiment sur le boulevard Gambetta, c'est le boulevard qui entoure le centre historique d'Uzès. Vous avez donc là du T1 au T4, 4 lots uniquement, ratio travaux de 73%, donc très beau ratio travaux, assez important sur ce type de bien en Malraux, c'est plutôt rare. 73% de ratio travaux, et encore une fois, on est toujours à 30% de réduction sur les travaux, Malraux 30%. Et 2 programmes qui arrivent, la maison Saint-Castor à Nîmes qui sort dans 10 jours, voilà, qui sort donc le 11 mai prochain. Maison Saint-Castor à Nîmes, l'ancien presbytère, magnifique. Voilà, là on aura une dizaine de lots.
un superbe ratio travaux aussi, puisqu'on a 71%. On sera sur une rentabilité qui, je pense, sera aussi intéressante, puisqu'on est en plein centre de Nîmes, voilà, à quelques rues de la mairie, dans le quartier piéton, donc extrêmement bien placé. Voilà, quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez plus d'informations là-dessus. Et enfin, donc la maison du 4 de chiffres à Avignon, alors, Maison Sainte-Castor à Nîmes, on est en Malraux, on sera aussi en monument historique pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et donc la maison 4 de chiffres à Avignon, maison extrêmement connue sur Avignon. Voilà. Proche du centre-ville aussi. On est à 10 minutes à peu près du Palais des Papes à pied. Uniquement 4 logements, 65% de ratio travaux et du Malraux toujours à 30%. Voilà, et ça sort sur le mois de juin. Voilà un petit peu pour avoir fait le tour de nos programmes. Merci pour ça, Grégory. Une question de Sylvia qui s'interroge sur les montants de réduction possibles si les travaux sont étalés sur 3 ans. Je lui réponds sous ton contrôle. Hein. On a effectivement possibilité d'avoir des réductions chaque année où des travaux sont déclenchés. Si jamais les impôts payés sont inférieurs à la réduction possible, là, il y a un report possible de cette réduction dans les années qui suivent. Tout à et fait. donc, tout ça peut s'étaler avec le maximum de 120 000 € qu'on a dit. Tout à fait. C'est bien ça. Okay. Voilà. Très bien. Peut-être une ou deux questions si vous voulez encore et après on vous laisse. Donc, si jamais vous avez une petite dernière question, n'hésitez pas. Sinon, il y en a eu pas mal jusqu'ici. Si quelqu'un veut nous reposer la question sur le démembrement, non, on a dit que c'était trop technique ça. Mais sur le démembrement, de base, la loi Malraux, si vous allez sur le BOFIP, hein, voilà, on dit clairement pas de démembrement possible. Voilà, c'est des démembrements proscrits sur la loi Malraux. Voilà comment c'est annoncé aujourd'hui sur le BOFIP, hein, donc voilà, sur la loi Malraux en France. Maintenant, évidemment, sauf cas exceptionnel, un décès du conjoint, là on récupère la nue propriété, foyer d'usufruit plutôt. Mais en ce qui concerne la SCI, je veux pas m'engager et je préfère contacter l'avocat fiscaliste et lui poser la question. Merci à tous. Merci beaucoup, Grégory, pour la présentation. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.